Bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, notre mission est d'aborder l'un des mystères les plus insaisissables, mais aussi les plus intimes de l'univers en fait. La conscience humaine. Exactement. Et le but de cette discussion, c'est vraiment de servir de raccourci, un moyen de passer des grands concepts philosophiques très abstraits à la réalité tangible et parfois très crue de la neuroscience médicale. Tout à fait. Et de le faire sans se noyer dans un jargon impénétrable, ce qui est souvent le risque avec ce genre de sujet. C'est clair. Pour ça, on se base sur un ouvrage de référence monumental, The Neurology of Consciousness. C'est dirigé par les chercheurs Stephen Loray et Giulio Tononi. C'est un texte qui a vraiment fait date. Oui, parce qu'il permet de regarder à l'intérieur de la fameuse boîte noire du cerveau. Alan Hobson, dans le prologue de l'ouvrage, le formule d'ailleurs avec un certain soulagement. Il dit qu'on peut enfin célébrer la fin de la longue ombre de la psychanalyse. Mhm. On a maintenant des outils concrets pour observer comment une masse de milliards de cellules génère la pensée, l'expérience subjective et ce sentiment si particulier d'être soi. C'est un changement de paradigme total. Mais pour poser immédiatement le cadre de cette analyse, je pense qu'il faut préciser une chose fondamentale. Vas-y. L'enjeu de ces recherches n'est pas seulement de savoir comment la conscience fonctionne d'un point de vue mécanique. Il s'agit surtout de comprendre pourquoi elle est là, pourquoi a-t-elle émergé. La conscience n'est pas un simple accident de l'évolution, tu vois, ni un effet secondaire esthétique d'un cerveau devenu trop grand. Majeur. La conscience aide un organisme complexe à maintenir son homéostasie, c'est-à-dire son équilibre vital interne. D'accord. Elle offre une flexibilité incroyable face à un environnement qui, par définition, est imprévisible. Si un organisme est conscient, il peut planifier, anticiper, s'adapter. Il n'est plus prisonnier de réponses réflexes automatiques. Et ultimement, cette flexibilité optimise les chances de survie. Bon, décortiquons un peu ça. Qu'est-ce qu'on entend exactement par être conscient ? Dans l'ouvrage, les chercheurs Antonio Damasio et Casper Mayer proposent une définition fascinante parce qu'elle scinde le problème en deux perspectives. Mhm. Il y a d'abord l'approche externe, comportementale, c'est ce qu'un observateur peut constater de l'extérieur. Ce qui est la base du travail médical d'ailleurs. Tout à fait. Pour dire qu'un individu est conscient de l'extérieur, on cherche des signes concrets. Un état d'éveil manifeste, des émotions de fond qui transparaissent dans la posture ou sur le visage, une attention qui peut se fixer sur un objet, et bien sûr un comportement qui montre une intention. C'est ça. Mais l'autre perspective, l'interne, la subjective, elle est beaucoup plus difficile à saisir. C'est la création d'un véritable sens du soi. Pour visualiser la chose, c'est comme si le cerveau ne se contentait pas de projeter un film avec des images et des sons. Il crée simultanément le spectateur. Voilà. Il crée de toutes pièces le spectateur qui est assis dans la salle et qui sait qu'il regarde le film. Le cerveau génère l'objet perçu et en même temps le sujet qui perçoit. Ce qui est fascinant ici, c'est la manière dont ces auteurs traduisent cette idée poétique en neurobiologie concrète. Ils distinguent deux niveaux très distincts. Ils parlent de la conscience noyau, ou core consciousness en anglais, et de la conscience étendue. La conscience noyau, c'est un peu le niveau zéro de l'expérience self. C'est exactement ça. C'est l'ici et le maintenant. La conscience noyau, c'est un pool transitoire de conscience qui est généré à la milliseconde près, à chaque fois que l'organisme interagit avec un objet. Ça crée un soi fondamental, immédiat. Ok. Et la conscience étendue alors ? Eh bien, la conscience étendue demande une architecture beaucoup plus lourde. Elle intègre le passé, les souvenirs autobiographiques, et elle permet l'anticipation du futur. C'est vraiment elle qui construit notre identité au fil des années. Et un point crucial soulevé par les textes, c'est de ne surtout pas confondre l'éveil et la conscience. On a souvent tendance à penser que si quelqu'un a les yeux ouverts, il est conscient. Mais sur le plan neurologique, c'est faux. C'est totalement faux. L'éveil, ou l'état d'alerte physique, ce que les anglo-saxons appellent l'arousal, ça dépend de structures primitives, des zones situées très bas dans l'encéphale, notamment dans le tronc cérébral. Mais la conscience, elle, nécessite une intégration d'informations beaucoup plus vaste à travers le cortex. Justement, les auteurs pointent des zones précises. Pour l'éveil, ils mentionnent le tegmentum dans le tronc cérébral. Ça agit un peu comme le bouton d'alimentation générale d'un ordinateur. Si c'est éteint, tout s'arrête. Exactement. Mais pour générer ce fameux spectateur dans la salle de cinéma, cette carte de second ordre qui relie l'organisme à ce qu'il observe, une zone sort du lot. Le cortex postéromédian. On peut le voir comme le grand serveur central, un carrefour anatomique où convergent d'innombrables connexions.
Et c'est une région qui est d'ailleurs intimement liée à un autre concept très contre-intuitif développé dans ses recherches, l'activité cérébrale intrinsèque, ou ce qu'on appelle plus communément le réseau par défaut. Ça, c'est une idée qui bouleverse notre vision du repos. Pensez à un moment très banal. Le regard perdu par la fenêtre dans les transports en commun. On ne fit rien, on ne résout pas de problème mathématique, on rêvasse. On pourrait croire que le cerveau s'est mis en veille pour économiser de l'énergie. C'est tout l'inverse. Même au repos, les yeux fermés et sans tâche spécifique, le cerveau continue de consommer une quantité phénoménale d'énergie. Il ne s'éteint jamais. C'est ça, ce réseau par défaut maintient une activité de fond permanente. C'est comme une toile de fond active, un bourdonnement constant sur lequel la pensée consciente va pouvoir émerger et se dessiner dès qu'une sollicitation apparaîtra. Alors qu'est-ce que tout cela signifie quand on quitte la théorie pour se retrouver au pied d'un lit d'hôpital ? C'est là que le chapitre de Hal Blumenfeld sur l'évaluation clinique entre en jeu et nous ramène à une réalité beaucoup plus vertigineuse. Oui, car malgré toute cette théorie élégante et l'existence d'appareils d'imagerie ultramodernes, l'examen neurologique physique reste le juge de paix. La clinique au chevet du patient est le pilier absolu de la médecine. Il faut observer minutieusement ce que la personne peut accomplir physiquement pour déduire l'état de sa conscience. Et le défi est monumental. Le texte détaille les états d'altération de la conscience et c'est un spectre d'une précision assez glaçante. Si on commence par l'extrémité la plus sombre, la mort cérébrale. Médicalement, c'est la perte définitive et irréversible de toutes les fonctions du cerveau et du tronc cérébral. Mais l'ouvrage rapporte un phénomène clinique qui illustre parfaitement le piège des apparences, le fameux signe de Lazare. Ah oui, c'est un phénomène neurologique vraiment très perturbant à observer. Mais c'est le mot. Imaginez la scène clinique. On procède à la déconnexion du respirateur artificiel chez un patient en état de mort cérébrale confirmée. Et soudainement, à cause des changements de pression et d'oxygénation, un réflexe se déclenche. Oui. Les bras du patient se lèvent d'un coup, se croisent sur sa poitrine, un peu comme dans une posture de prière, puis retombent lourdement. C'est saisissant visuellement. Totalement. Sauf que ce mouvement complexe n'est généré que par des circuits résiduels dans la moelle épinière. Il n'y a absolument aucune conscience, aucune intention derrière. Le cerveau est éteint. C'est l'exemple parfait de l'importance de la rigueur médicale objective. Si on remonte un peu sur ce spectre, on trouve le coma. La physiologie est différente. Dans le coma, les yeux restent fermés et il n'y a aucune réponse intentionnelle au monde extérieur. D'accord. Cependant, contrairement à la mort cérébrale, certains réflexes primitifs du tronc cérébral peuvent persister. Par exemple, une posture d'extension rigide si on applique un stimulus douloureux. Et le coma, ce n'est pas un état permanent, contrairement à ce qu'on voit parfois dans la fiction. Non, c'est un état transitoire. Un coma dure rarement plus de 2 à 4 semaines. Passé ce délai, le cerveau évolue. Soit l'issue est fatale, soit le patient s'éveille. Mais s'éveiller ne veut pas dire reprendre conscience. C'est là qu'on entre dans l'état végétatif. Le fameux éveil sans conscience. Exactement. Dans l'état végétatif, les cycles de sommeil et d'éveil réapparaissent. Le tronc cérébral fonctionne à nouveau suffisamment pour permettre l'ouverture des yeux et une respiration autonome. Mais le cortex reste muet. Voilà. Le patient a les yeux ouverts, son regard peut errer dans la pièce, mais il ne fixera pas un objet de manière soutenue. Il ne suivra pas un proche du regard. Il n'y a aucune interaction, aucun comportement porteur de sens. Et la frontière devient encore plus floue avec ce qu'on appelle l'état de conscience minimale. C'est vraiment là que le médecin doit se transformer en détective et traquer l'invisible. Parce que dans cet état, la conscience n'est plus totalement absente. Elle clignote. Elle est fragmentée. C'est ça. On va observer l'apparition de petits comportements intentionnels, souvent inconstants, mais qu'on peut reproduire. Le patient ne parle pas, mais un jour, il va suivre un miroir qu'on déplace devant ses yeux, où il va réussir à répondre à une question simple par un petit mouvement du pouce, disons une fois sur 3. L'esprit est là, mais prisonnier d'un brouillard dense. Et cela nous amène à la situation clinique peut-être la plus terrifiante décrite dans cet ouvrage, celle qui démontre la limite absolue de l'évaluation uniquement basée sur le mouvement physique, le syndrome d'enfermement. Le locked-in syndrome. Ce passage est marquant. Dans le syndrome d'enfermement, il y a une lésion extrêmement localisée, souvent dans une zone du tronc cérébral appelée le pont ventral. Le résultat est tragique. Le cerveau est totalement intact sur le plan de la conscience. Le patient perçoit absolument tout. Ses émotions sont vives, sa mémoire fonctionne parfaitement, il entend les conversations autour de lui. Mais la lésion a coupé toutes les routes motrices. Le corps est intégralement paralysé.
Une déconnexion totale entre une pensée intacte et une machine corporelle qui ne répond plus. La personne est littéralement emmurée vivante. Et la communication, quand elle est découverte, ne tient souvent qu'à un fil minuscule, des mouvements oculaires verticaux ou des clignements de paupières, car les nerfs qui contrôlent ces mouvements spécifiques échappent à la lésion. C'est ce contraste vertigineux entre un spectateur intérieur parfaitement lucide et un corps inerte qui a poussé la science dans ses retranchements. Comment évaluer la conscience si le corps ne peut plus du tout bouger ? C'est précisément ce mur clinique qui a rendu le développement de la neuroimagerie indispensable. Puisque l'œil nu et l'examen physique atteignaient leurs limites, il fallait trouver un moyen d'observer directement l'activité métabolique et électrique du cerveau. Et Stephen Lorais, Mélanie Bolli et Giulio Tononi consacrent une large partie de leurs travaux à cette évolution technologique qui permet, d'une certaine manière, de voir la pensée se former. C'est là que ça devient vraiment intéressant. L'idée de mesurer ce qui se passe dans la tête sans l'ouvrir ne date pas d'hier. Et les auteurs nous régalent d'anecdotes historiques qui semblent tout droit sorties d'un roman. Par exemple, les travaux du physiologiste italien Angelo Mosso en 1881. Une histoire incroyable. Oui, Mosso avait un patient étonnant, un paysan du nom de Bertino. Ce pauvre Bertino avait survécu à un grave traumatisme crânien, mais il en avait gardé une séquelle majeure, un défaut dans la boîte crânienne. Il manquait un morceau d'os, ce qui permettait d'observer directement les pulsations de son cerveau sous la peau. Une fenêtre inespérée sur la physiologie cérébrale de l'époque. Absolument. Et Mosso remarque quelque chose d'étrange. Un jour, alors qu'il observe Bertino, les cloches de l'église voisine se mettent à sonner midi. Bertino est parfaitement immobile, il ne dit rien, il ne fait aucun mouvement. Pourtant, à l'instant précis où les cloches sonnent, Mosso voit le cerveau de Bertino pulser beaucoup plus fort à travers l'ouverture de son crâne. C'est fou. Il interroge et Bertino lui explique que par habitude, au son des cloches, il récitait mentalement un Ave Maria. Son simple effort mental, silencieux et immobile, appelait massivement le sang vers son cerveau. Ce qui établit empiriquement un lien direct entre le travail cognitif et la demande vasculaire. Et il y a une autre histoire dans le même esprit, celle de Walter K., un marin suivi par le docteur John Fulton quelques décennies plus tard. Walter souffrait d'une malformation vasculaire très particulière, située juste au-dessus de son cortex visuel. Cette malformation créait un souffle, un bruit de circulation sanguine qui était audible de l'extérieur. Le docteur Fulton a remarqué que si on plaçait Walter dans une pièce plongée dans l'obscurité et qu'on lui demandait simplement de faire l'effort d'essayer de voir quelque chose, de scruter le noir. Le bruit augmentait. Exactement. Le bruit de son flux sanguin augmentait considérablement. L'effort de perception, même sans lumière, nécessitait un afflux de sang. Ces observations pionnières ont posé le socle de toute la neuroimagerie fonctionnelle que nous utilisons aujourd'hui. L'idée de base est simple, mais puissante. Quand une zone de neurones s'active pour traiter une information, elle a besoin d'énergie, donc elle appelle un afflux de sang local. Et aujourd'hui, on quantifie cela avec une précision inouïe. Oui, on utilise la TEP, la tomographie par émission de positrons, où on injecte de minuscules quantités de radioisotopes comme de l'oxygène 15 ou du glucose marqué pour traquer en temps réel la consommation d'énergie des différentes zones du cerveau. Et bien sûr, l'outil roi aujourd'hui, c'est l'IRM fonctionnel, l'IRM-F. Ce qui est brillant, c'est la façon dont elle fonctionne en exploitant le signal BOLD. Le concept physiologique est fascinant. Quand les neurones s'activent intensément, ils consomment le glucose environnant. Et pour compenser, le corps envoie un afflux de sang frais oxygéné tellement massif qu'il dépasse largement les besoins immédiats en oxygène des neurones. L'oxygène excédentaire est donc repoussé dans le système véno-local. Exactement. Et la magie de la physique opère ici. L'hémoglobine de notre sang, selon qu'elle transporte de l'oxygène ou qu'elle en est dépourvue, réagit différemment au champ magnétique. Ce changement subtil de ratio entre le sang oxygéné et désoxygéné crée un petit contraste magnétique que le scanner de l'IRM est capable de capter. On peut ainsi cartographier l'activité cérébrale au millimètre près, sans aucune injection. C'est une révolution. Par contre, si l'IRM fonctionnelle et la TEP sont excellentes pour nous dire où la pensée se produit dans l'espace, elles sont assez lentes. C'est là que l'EEG, l'électroencéphalographie, et la MEG, la magnétoencéphalographie, entrent en scène. Ces outils mesurent directement l'activité électrique ou les champs magnétiques générés par les neurones. Leur résolution temporelle est phénoménale, de l'ordre de la milliseconde. Mais elles ont un énorme défaut, leur résolution spatiale.
Les auteurs de l'ouvrage utilisent une image très parlante pour décrire la difficulté de localiser la source d'un signal électrique à l'intérieur du crâne à partir d'électrodes collées sur le cuir chevelu. Ils appellent ça le problème inverse. Pour reprendre une analogie de tous les jours, c'est comme essayer d'identifier le son exact d'une petite clochette ou le bruit de pas d'une fourmi en plein milieu d'un concert de rock en écoutant depuis l'extérieur du stade. Le bruit de fond de toute l'activité cérébrale globale brouille les signaux locaux. Tout à fait. Et pour contourner ce bruit de fond et isoler spécifiquement les réseaux liés à une pensée précise, les chercheurs utilisent une méthode analytique qui remonte, elle aussi, à l'histoire de la psychologie. La soustraction cognitive conceptualisée par l'ophtalmologue Franciscus Danders dès 1868. L'idée est d'une logique implacable. On scanne le cerveau d'une personne pendant qu'elle ne fait rien de particulier. Ensuite, on la scanne pendant qu'elle effectue une tâche mentale précise, comme imaginer qu'elle joue au tennis. Ensuite, l'ordinateur superpose les deux images et soustrait toute l'activité de repos de l'image de la tâche complexe. Et ce qui reste illuminé à l'écran, c'est l'activité purement et strictement dédiée à la pensée de jouer au tennis. C'est mathématique. Mais cette capacité à isoler les régions actives soulève finalement le plus grand casse-tête des neurosciences cognitives. Un point central exploré en détail par Wolfsinger dans le livre, c'est ce qu'on nomme le problème de liaison, ou le binding problem en anglais. Ça, c'est le paradoxe ultime de notre perception. Quand on observe un cerveau avec ses outils de pointe pendant qu'il perçoit un objet simple, prenons l'exemple d'une balle rouge qui rebondit, on se rend compte que l'information explose dans des dizaines de directions différentes. Une zone spécifique du cortex visuel va traiter la couleur rouge. Une autre zone, plus loin, va calculer la trajectoire du mouvement. Une troisième va associer la forme ronde à une balle, et une autre origine motrice va commencer à préparer la main pour l'attraper. L'information est complètement fragmentée et distribuée à travers le cerveau. Il n'y a pas de centre nerveux unique, pas de zone suprême où tout converge physiquement. Pour reprendre notre analogie du début, il n'y a pas d'écran central dans le cerveau où toutes ces caractéristiques se rejoignent pour former l'image finale. Mais pourtant, notre expérience subjective, elle, est totalement unifiée. On ne voit pas d'un côté la notion de rougeur et de l'autre la notion de rebond. On perçoit instantanément une balle rouge qui rebondit, de manière fluide. Complètement. Comment cet immense orchestre de milliards de neurones dispersés arrive-t-il à jouer une symphonie aussi cohérente, sans la moindre fausse note, alors qu'il n'y a aucun chef d'orchestre pour diriger l'ensemble ? Si nous relions cela à une perspective plus large, il faut se pencher sur la façon dont le cerveau choisit de coder l'information. Wolfsinger rappelle qu'en théorie, le cerveau aurait pu choisir une stratégie très explicite. C'est ce qu'on a longtemps caricaturé sous le nom du concept du neurone grand-mère. L'idée qu'un neurone unique, solitaire, s'activerait uniquement pour reconnaître un objet complexe et précis, comme le visage de votre grand-mère. Mais biologiquement, ça ne tient pas la route. Si on avait besoin d'un neurone exclusif pour chaque objet, chaque visage, chaque angle de vue de chaque chose dans l'univers, notre crâne devrait faire la taille d'une maison. C'est clair. C'est beaucoup trop rigide et inefficace. L'évolution a donc privilégié une stratégie distribuée. Des assemblées de neurones très dynamiques, éparpillées un peu partout, se connectent temporairement pour coder un objet. C'est infiniment plus flexible et économe en ressources. Mais ça ramène la question essentielle. Comment le cerveau sait-il que le groupe de neurones qui s'active pour la couleur rouge travaille sur le même objet que le groupe qui s'active pour le mouvement, à un instant précis ? La réponse apportée par ces recherches est fascinante de précision. La solution du cerveau, c'est la synchronisation temporelle. Le timing est tout. Voilà. Les neurones qui travaillent sur les différentes facettes d'un même objet vont littéralement synchroniser leurs impulsions électriques. Ils déchargent exactement en même temps, dans des fenêtres temporelles extrêmement serrées, à la milliseconde près. Cela crée des vagues, des oscillations électriques synchrones, particulièrement dans des fréquences très rapides, qu'on appelle les bandes bêta et gamma. C'est cette danse rythmique parfaitement simultanée qui agit comme une étiquette. Ça dit au reste du réseau cérébral que tout ce monde fait partie de la même équipe de traitement pour cette perception précise. Et c'est cette coïncidence parfaite dans le temps qui permet à l'information d'être propulsée dans ce que les théoriciens appellent l'espace de travail global de la conscience. Cela donne un écho extraordinaire à la célèbre intuition du grand physiologiste Charlotte Sherrington. Il postulait il y a bien longtemps que la conjonction temporelle et non spatiale était la clé de l'unité de l'esprit. C'est fou de se dire que l'unité de notre expérience subjective, ce sentiment de vivre un monde cohérent, n'est finalement qu'une question de rythme millimétré.
Sans cette danse synchronisée, les signaux entrent dans le cerveau. Ils peuvent même déclencher des réflexes automatiques de survie, mais ils n'atteindront jamais le seuil de l'expérience consciente. Les neurones s'activent, mais s'ils ne dansent pas sur le même tempo, on ne ressent rien. C'est une mécanique de précision inouïe. C'est vraiment le constat qui ressort de l'ensemble de ces textes. La conscience n'a rien de magique. C'est un phénomène ancré dans la biologie, produit par des zones anatomiques précises agissant comme des carrefours, structurés par des dynamiques de synchronisation incroyablement rapides. Une mécanique vitale qu'on peut aujourd'hui observer grâce aux bons technologiques de l'imagerie, mais qu'on se doit toujours d'évaluer avec une immense humilité et rigueur clinique au chevet des patients. Car comme on l'a vu, les apparences du corps peuvent être trompeuses. Cela soulève d'ailleurs une question importante. Peut-être l'une des interrogations les plus stimulantes qui découlent de ces modèles neurologiques. Si notre expérience subjective unifiée, ce qui fait de nous des êtres conscients, n'est en fin de compte que le produit d'une synchronisation temporelle parfaite d'assemblées distribuées, ces fameuses oscillations gamma, qu'arrivera-t-il dans un futur proche ? Un futur technologique, on s'entende. Absolument. Que se passera-t-il le jour où des réseaux de neurones artificiels au sein d'intelligence artificielle avancée atteindront cette exacte même synchronicité temporelle de l'information ? Ces machines n'ont pas de corps charnel. Non, elles n'ont pas de système autonome à maintenir, pas d'impératif biologique de survie ni d'homéostasie, des éléments que des chercheurs comme Damasio considèrent comme le socle même de la conscience noyau. C'est vrai ? Si une machine reproduit parfaitement la symphonie temporelle, sans avoir l'instrument biologique en chair et en sang, connaîtra-t-elle une forme de conscience froide, purement mathématique, ou bien lui manquera-t-il toujours l'ancrage corporel qui donne un sens à cette musique ? C'est une réflexion qui donne le vertige et qui montre à quel point décrypter le cerveau humain est la première étape pour comprendre ce qui pourrait émerger demain. Une perspective parfaite pour prolonger la réflexion au-delà de ces pages. Merci d'avoir suivi cette exploration en profondeur avec curiosité. À très bientôt pour continuer à déchiffrer ces grands mécanismes.